Bonjour Charlotte de Rouen. Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous. Face aux dégâts provoqués par le cyclone Chido, des femmes et des hommes font le choix de quitter Mayotte pour les Comores. D'autres, au contraire, repartent à Mamoudzou, vous l'entendrez. Dernière ligne droite au Tchad avant les élections ce week-end. Un scrutin qui doit clore la période de transition amorcée depuis la mort d'Idriss Déby. De nombreux partis d'opposition appellent à boycotter le scrutin. La colère du gouverneur du Sud Kivu en RDC après l'expulsion de mineurs chinois illégaux. Ils ont quitté le pays sans payer les 10 millions de dollars de taxes qu'ils devaient à la province. Ce pic de pollution à Madagascar du jamais vu en 2024. La plupart des habitants de la capitale ne peuvent pas se protéger du risque que ça fait peser sur leur santé. Ils ont fait le choix de quitter Mayotte. Les dégâts provoqués par le passage du cyclone Chido sont énormes. Certains ont tout perdu et décident donc de retourner dans leur famille aux Comores. Après 2 premières navettes mercredi, un autre bateau est arrivé hier sur l'île d'Anjouan en provenance de Mayotte avec 132 personnes à bord, dont 2 étrangers, un Français et un Sud-Africain. Reportage de notre correspondant Abdallah Mzembaba. Face à la violence de Chido, certains n'ont pas eu d'autre choix que de quitter Mayotte. C'est le cas d'Abdallah Rahafati qui débarque à Moutsamoudou avec un gros sac de voyage. J'avais des maisons en tôle qui sont tous partis, tout est parti. Heureusement que je suis sauvée parce que là, je suis en vie. Il y a beaucoup de dégâts et il y a eu beaucoup de morts, donc je me suis dit, vaut mieux que je parte pour sauver ma vie, voilà. Donc moi, j'ai décidé de venir en Grande Comore pour rejoindre ma famille qui est là-bas. Non loin de là, Naïma, accompagnée de ses 2 enfants, et de quelques bagages, évoque une question de vie ou de mort. Là-bas, j'étais pas en sécurité, j'étais pas à l'abri, j'avais pas de maison, j'avais pas un toit pour me loger avec mes gosses. Il y avait vraiment une difficulté de nourriture et tout. Du coup, je me suis dit, j'ai quand même chez moi et tout, et j'aurais pas de problème de nourriture pour mes enfants. J'ai pas de maison, j'ai rien, j'ai tout perdu, à part mes documents. Au port de Moutsamoudou, une organisation bien rodée est nécessaire pour gérer les départs vers Moroni des passagers arrivés mercredi et ceux partant vers Mayotte. Si certains ont choisi de quitter l'île, d'autres, comme cette jeune femme en mission en juin pendant le cyclone, font le chemin inverse. J'ai mes proches, j'ai ma maison, j'ai mon travail, je vis là-bas, donc je veux rentrer chez moi. J'ai mes proches là-bas qui me tiennent au courant, oui. C'est là-bas que je vis, que ça fait 10 ans que je suis là-bas, j'ai aucun intérêt à ne pas rentrer chez moi. D'autres bateaux doivent arriver dans les prochains jours en fonction du nombre de volontaires au départ de Mayotte. Abdallah Mzembaba, Moutsamoudou, RFI. Dernier jour de campagne au Tchad, le pays se prépare à voter simultanément pour ses élections législatives provinciales et communales ce week-end. Un scrutin qui doit clore la transition dans laquelle s'inscrit le pays depuis la mort d'Idriss Déby Itno en 2021. Les 21 jours de campagne s'achèvent aujourd'hui. L'enjeu principal sera celui de la participation. De nombreux partis d'opposition ont fait campagne pour demander aux Tchadiens de rester chez eux. C'est le cas du groupe pour la concertation des partis. Avoc Soumadjona Atchenemou est le président du Parti des démocrates et membre du GCAP. Il estime que la campagne a été faussée par le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut. Écoutez. La personne qui a pris la tête de la campagne, c'est le Premier ministre, chef de gouvernement. Dans tout N'Djamena, il n'y a plus de ministres. Tous les ministres sont en campagne. Tous les gouverneurs sont en campagne. Tous ont été instrumentalisés par le parti au pouvoir qui est le MPS. C'est une sorte de campagne très très agressive pour dissuader, pour menacer, pour corrompre, etc., etc. Ensuite, l'organe de gestion des élections, c'est quand même l'ange qui est composé des gens à 90% appartenant au MPS et c'est eux qui vont donner les résultats. Il n'y a pas d'observateur extérieur. Donc ça sera une sorte d'élection intramuros organisée par le MPS. Et nous ici, on sait que le MPS veut absolument avoir au moins entre 100 et 130 sur les 180. Donc dans tous les cas, les résultats sont connus et il n'y a absolument rien de nouveau qui va arriver. Des propos recueillis par Nadia Ben Mahfoud. Il n'y a désormais plus de soldats français à Faya-Largeau. Le détachement militaire d'une trentaine d'hommes qui restaient sur place a quitté cette petite ville stratégique du nord tchadien hier. Une cérémonie de
rétrocession a eu lieu, un retrait qui s'inscrit dans le cadre du départ des troupes françaises voulu par le Tchad et engagé il y a 2 semaines et demie. Une dizaine d'opérateurs miniers chinois expulsés de RDC en décembre. 17 personnes ont été interpellées, 14 expulsées par la Direction générale de migration, des personnes accusées d'exploitation illégale d'or depuis 4 ans dans le territoire de Walungu. Le gouverneur du Sud Kivu dénonce un coup contre la province. Jean-Jacques Porossi Sadiki s'étonne que ces opérateurs soient expulsés sans avoir à payer les 10 millions de dollars américains de taxes qu'ils devaient à la province. Ils nous ont déclaré 500 grammes par jour. 500 grammes, donc si on calcule qu'ils ont fait 4 ans, donc ils ont quand même tiré 750 kilos d'or. Nous en sommes quand même à 45 millions de dollars américains pour les 4 années. Faisant la taxation d'office par rapport à la nomenclature des taxes telle que prévue par le code minier, on a constaté qu'il devait quand même environ 10 millions de dollars américains à la province du Sud Kivu. Cependant que nous étions en train de bousculer ces sociétés pour qu'ils puissent restituer les 10 millions pour construire la province, qu'on a été surpris d'apprendre que ces gens sont sortis du pays, qu'on les a en tout cas, il y a eu des procédures de la Direction générale de migration qui les ont expulsés vers le Rwanda, et du Rwanda, ils auraient pris l'avion pour la Chine. Et pour nous, vraiment, c'est terriblement révoltant et inacceptable. Nous allons continuer l'investigation pour que les responsabilités soient tirées au clair et que les responsables soient punis. Le gouverneur du Sud Kivu au micro de Pascal Moulegua. Cet appel du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Premier ministre mauricien, un appel inhabituel qui intervient en pleine renégociation de l'accord entre Londres et Port-Louis sur la souveraineté des Chagos. De quoi souligner l'importance stratégique de l'archipel pour Washington. Si le Royaume-Uni a reconnu la souveraineté mauricienne sur ces îles en octobre, les modalités de l'accord restent contestées, notamment concernant la base américaine de Diego Garcia. Maurice ne réclame pas la fermeture de la base, mais exige le paiement d'un loyer avec effet rétroactif. Les discussions s'accélèrent à l'approche de l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Les précisions d'Abdullah Erali. Anthony Blinken a choisi un appel téléphonique plutôt que la traditionnelle voie diplomatique pour féliciter le Premier ministre mauricien. Si l'entretien visait officiellement à saluer la victoire de Navin Ramgoolam aux législatives, des sources locales révèlent que la question des Chagos était au cœur des discussions. En octobre dernier, dans une décision historique, Londres avait reconnu la souveraineté mauricienne sur l'archipel des Chagos et annoncé un accord de principe sur ce contentieux territorial qui dure depuis 56 ans. Cependant, le projet prévoyait que Maurice cède sa souveraineté à la Grande-Bretagne sur Diego Garcia, où se trouve l'une des plus importantes bases américaines au monde. Le gouvernement Ramgoolam entame depuis son arrivée au pouvoir une renégociation de cet accord. Cette semaine, devant ses partisans, le Premier ministre a souligné les divergences persistantes sur la question de souveraineté partielle britannique. Les redevances d'occupation constituent un autre point de friction sur ce sujet. Le vice-premier ministre Paul Béranger a pour sa part vivement critiqué Londres, l'accusant de pinailler pour quelques sous. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI. Un épais brouillard toxique autour de la capitale malgache, un nouveau pic de pollution provoqué par la multiplication des feux de brousse et la rareté des pluies. Le taux de particules fines dans l'air est 10 fois supérieur au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Un tel niveau de pollution représente forcément un risque pour la santé. Seul moyen de s'en protéger, se confiner ou porter un masque. Mais la plupart des habitants ne peuvent pas se protéger de cette pollution. Guillaume Fabry. Enveloppé d'une épaisse fumée, le palais de la reine qui surplombe Antananarive est à peine visible depuis 2 jours lorsque le soleil se lève. Les particules fines qui recouvrent la capitale malgache peuvent provoquer des difficultés respiratoires chez tous les publics, explique le pneumologue Michel Arison-Tiareil. Pendant les pics de pollution, nous constatons une augmentation du nombre de patients qui consultent. Ça concerne surtout les patients porteurs de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme, mais ça peut toucher aussi les populations indemnes de ces problèmes-là. À Antananarive, où 60% des travailleurs occupent un emploi informel, le confinement recommandé par les médecins en cas de pic de pollution est très difficilement applicable. Or, au-delà des problèmes respiratoires, l'exposition chronique aux particules fines favorise des pathologies graves. Il y a des particules ultra fines qui peuvent passer dans la circulation sanguine. Ça va provoquer un phénomène inflammatoire qui va perturber la fonction de certains organes comme le cœur. À long terme, ça peut provoquer
L'apparition de mutations génétiques de certaines cellules qui peuvent être à l'origine de cancers. En cas d'exposition à un fort taux de pollution, les médecins conseillent de porter des masques FFP2, mais ils sont inaccessibles pour la majorité de la population. Un paquet de 5 masques coûte 6 000 $ en pharmacie, soit autant que le revenu journalier moyen des travailleurs malgaches. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI. C'est un carton planétaire. La 2e saison de Squid Game est sortie hier sur Netflix. Les spectateurs l'attendaient depuis 2021. Un succès qui illustre la réussite du modèle d'exportation culturelle des séries coréennes, les K-dramas, jusqu'en Afrique de l'Ouest. Reportage à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de Marine Jeannin. C'est par la romance que les K-dramas sont arrivés sur le petit écran ivoirien en s'imposant sur le créneau des novellas. D'abord sur la radio-télévision ivoirienne, la RTI, puis sur la chaîne Novelas TV, disponible sur le bouquet Canal+. Dorcas Quadio, esthéticienne au salon La Perkins, est une habituée des feuilletons brésiliens ou turcs. Spectatrice occasionnelle de K-dramas, elle dit s'être laissée séduire par leur esthétique léchée et leur couleur pastel. La série coréenne, j'aime bien, c'est rempli de belles histoires. J'aime bien les acteurs coréens parce qu'ils sont charmants. Ils sont séduisants et puis ils donnent envie de regarder les films. C'est joli, l'éclairage, tout ça donne envie de regarder. Des fois, je tombe dessus, je ne peux pas m'en passer. Pour beaucoup, ces romances ouvrent une première porte vers la culture coréenne qui permettent ensuite de découvrir un univers cinématographique beaucoup plus vaste. C'est le cas de Fanta Bakayoko, jeune assistante de direction devenue une inconditionnelle de K-drama. Quand on parle de séries coréennes, les gens pensent que c'est seulement des trucs à l'eau de rose, seulement d'amour, alors qu'il y en a de tout genre. Horreur, action, psychologique, historique. Il y a beaucoup de rêves qu'ils nous vendent. Avec les K-dramas, au fur et à mesure que j'ai regardé, j'aime plus la culture, ça me donne plus envie aussi de manger de la nourriture coréenne et aussi de partir là-bas pour découvrir un peu les sites historiques et tout ça. Moi, en tout cas, Inch'Allah, je dirais. De petites communautés de passionnés se sont formées sur Facebook ou sur TikTok. Et pour les plus déterminés, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody propose un master d'études coréennes depuis 2017. Marine Jeannin, Abidjan, RFI. RFI 4h42 à Abidjan. À suivre dans les 15 prochaines minutes, Samori Touré, résistant à la colonisation française en Afrique de l'Ouest, au centre d'une pièce de théâtre jouée ce soir à Abidjan. RFI s'est glissé dans les coulisses. Pénurie de pommes de terre en Tunisie, les prix flambent, ce qui crée un marché noir que les autorités tentent d'endiguer. On y revient dans le dossier Afrique Économie du jour et puis on retrouvera la parlotte de Charlotte. Mais d'abord, place au sport. Bonjour Victor Missistrano. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. À la une du foot anglais, Liverpool semble décidément inarrêtable en ce moment. Boxing Day bien négocié par les Reds, une victoire 3-1 à Anfield hier aux dépens de Leicester, des Reds qui ont pourtant concédé l'ouverture du score, mais ils sont parvenus à dissiper le brouillard ambiant. Égalisation de Cody Gakpo d'une somptueuse frappe enroulée très excentrée, puis Curtis Jones et enfin Mohamed Salah ont permis à Liverpool de s'imposer. L'ailier égyptien, auteur de sa spéciale du pied gauche pour inscrire son 16e but de la saison. Le meilleur buteur et passeur du championnat qui continue d'affoler les compteurs. Mo Salah a atteint hier la barre symbolique des 100 buts en carrière à domicile en Première Ligue. C'est quelque chose dont je suis très fier. Je vais continuer à travailler pour aller encore plus loin. D'être le meilleur buteur du championnat, c'est super, mais le plus important reste de gagner les matchs. J'espère qu'on va remporter la Première Ligue, et si j'ai un rôle important dans ce succès, ce serait génial pour moi. Oui, on a 7 points d'avance, c'est très bien, mais on doit rester concentré et surtout rester humble. Mais espérons que cela continue. Et si Liverpool compte 7 points d'avance sur Chelsea, c'est parce que les Blues sont tombés à domicile face à Fulham 2-1. Manchester City, de son côté, continue de faire du surplace. Match nul 1 partout face à Everton. C'est encore pire pour United. 4e défaite des Red Devils en 5 matchs, 2-0 à Wolverhampton. Et pendant ce temps-là, on se repose dans la plupart des autres championnats, notamment en Espagne. Oui, la Liga reprendra en janvier. Aurélien Tchouaméni en profite pour se ressourcer. Le milieu du Real Madrid est au Cameroun, le pays de ses parents. L'international français a inauguré hier un terrain multisport dans un orphelinat de la localité de Manjo et notre correspondant Joël Wadem était présent. Reportage. C'est avec une chanson spécialement écrite pour lui que Aurélien Tchouaméni a été accueilli par les orphelins de Manjo.
Au moment de l'inauguration du terrain qui peut accueillir plusieurs disciplines, le capitaine de l'équipe de France a joué pendant quelques minutes au football avec ses enfants qui étaient aux anges. Je suis très contente de lui voir au milieu de nous. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas abandonnés et nous avons des grands frères qui pensent à nous aussi. Nous sommes très reconnaissants. Nous allons nous entraîner à jouer le basket, le volley, le tennis. Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a également offert des équipements sportifs à l'orphelinat, estime que sa présence était nécessaire. C'était aussi important pour moi d'être présent pour voir le travail effectué de mes propres yeux. C'était marrant, j'ai vu quelques mecs qui avaient une bonne qualité technique, donc je suis sûr que, et je l'espère pour eux, qu'il y en a qui deviendront pros aussi. Simone Gay, la promotrice du Manjo Children Home, est infiniment reconnaissante. Je remercie grandement le jeune Aurélien pour son geste généreux. C'est pas seulement pour Manjo Children Home, c'est pas seulement pour Manjo, c'est pour le Cameroun. C'est par un match de football entre jeunes que la cérémonie s'est achevée. Mais Chouameni a promis revenir à Manjo pour encore redonner du sourire aux enfants défavorisés. Joël Wadem, Manjo, RFI. Et puis la route du Chan touche à sa fin, les éliminatoires se terminent. Hier, l'Ouganda a pris une option sur la qualification en battant le Burundi 1-0. Aujourd'hui à Bamako, match retour délocalisé entre le Niger et le Togo. Coup d'envoi 16h temps universel. Pour l'instant, Charlotte, un partout entre les deux équipes. Merci Victor Missistrano pour les sports. Dans l'actualité de ce vendredi 27 décembre en Syrie, l'arrestation d'un ancien haut responsable du régime de Bachar al-Assad après plus de 24 heures d'affrontement. Le général Mohamed Kandjo Hassan a donc été interpellé hier avec 20 membres de sa garde rapprochée. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au Yémen, un raid israélien sur l'aéroport de Sanaa, juste au moment où s'y trouvait le patron de l'Organisation mondiale de la santé, qui est sain et sauf. Un membre de l'équipage de son avion a été blessé. En Corée du Sud, l'Assemblée nationale s'apprête à voter une deuxième motion de destitution. C'est le Premier ministre et président par intérim qui est menacé, en cause son refus de nommer rapidement 3 juges à la Cour constitutionnelle. On ne connaît pas encore l'heure du vote. Samori Touré, au cœur d'une pièce de théâtre jouée ce soir au Palais de la Culture à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Samori Touré, c'est l'un des résistants à la colonisation française en Afrique de l'Ouest à la fin du 19e siècle. La réinterprétation du classique Les Sofas de l'intellectuel ivoirien Bernard Zadi Zaouarou a donc lieu ce soir avec les étudiants de l'INSAC. Notre correspondant Benoît Almeras a pu assister aux derniers préparatifs. Une salle plongée dans le noir, sur scène, un projecteur éclaire une douzaine d'acteurs en pleine répétition. Samori Touré, fille de Bissandougou, sa capitale. La pièce retrace les grandes heures de Samori Touré et de son empire à cheval sur le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Il résistera pendant 17 ans aux colons. Oui, Samori se fait rapidement remarquer pour ses capacités dans le maniement des armes. Les comédiens sont nés un siècle après la mort du chef Mandingue. Axel ne connaissait pas son histoire il y a quelques semaines. J'acquiers des connaissances que peut-être avant je n'avais pas. Mais là, avec ce monsieur Zadi Zaourou qui a écrit cette pièce-là, ça me permet de pouvoir connaître l'histoire qui s'est passée avant au temps de Samori. Au centre de la tragédie, une opposition. D'un côté, le chef de guerre soutenu jusqu'au bout par son peuple. De l'autre, son fils, le prince, partisan de la paix avec les Français. Un thème d'actualité pour le docteur Charles Boguifo qui produit le spectacle avec l'ONG Ivoire et Sourire. On voit dans Samori Touré un personnage historique qui a été, à une époque, a fait preuve de résistance, de dignité, de souveraineté même. C'est un peu ce message qu'on veut pouvoir montrer, de pouvoir se prendre en charge, qui est une notion importante qu'il faut faire comprendre à cette jeunesse aussi par la même occasion. Érigé en héros en Guinée, l'image de Samori Touré était négative en Côte d'Ivoire il y a 50 ans, selon la chercheure Elara Berthaud. C'est un personnage qui est considéré comme extrêmement cruel puisqu'il a ravagé le nord de la Côte d'Ivoire avec la tactique de la terre brûlée. Et pour cette spécialiste de littérature comparée, la pièce de Bernard Zadi Zaourou se veut même critique. Il y a relativement peu d'empathie, le père est montré comme assez cruel. Donc on voit qu'il y a une présentation dans les années 70 en Côte d'Ivoire qui est beaucoup plus nuancée qu'actuellement, où aujourd'hui Samori Touré est davantage montré comme un résistant à la colonisation, voire un personnage panafricain. Pour ce spectacle Samori, l'intraitable chef, une seule représentation est prévue. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
En Tunisie, malgré un plafonnement des prix par les autorités, le kilo de pommes de terre se vend au prix fort depuis des mois. La patate se fait de plus en plus rare sur les marchés. La production est en baisse de 30% à cause du manque de pluie et des difficultés de stockage, ce qui crée un marché parallèle. Certains spéculent. Les autorités, elles, multiplient les saisies de stocks illégaux. Reportage de Lilia Blaise. Chez un commerçant de Ras el-Jbel, au nord de la Tunisie, les clients ne sont pas contents. Dans cette région connue pour sa culture de pommes de terre, ils se retrouvent à en acheter qui viennent d'une autre région et au prix fort. Hamza Baroumi, 70 ans, est retraité. C'est vraiment trop cher. On a compris qu'il y avait un manque à cause de la sécheresse, mais c'est cher quand même. Mohamed, fonctionnaire de 60 ans, tente de choisir les moins abîmés. C'est quoi ça? Des pommes de terre à 2 dinars le kilo, et en plus elles sont cabossées et elles ne sont pas très bonnes. Pour le maraîcher Saïd Ben Aïssa, il n'a pas d'autre choix que de vendre ses pommes de terre qui viennent de Kasserine, au centre-ouest du pays. Écoutez, c'est simple, les pommes de terre au prix fixé par l'État à 1 dinar 900, ce sont celles qui sortent des frigos, comme on dit. Sauf que celles-là, il n'y en a plus. Là, ce que je vends, ce sont les pommes de terre dites nouvelles, qui viennent d'une récolte plus récente. Donc, évidemment, c'est plus cher. C'est la première année qu'un tel problème arrive. Ali Swini, agriculteur basé à Ras el-Jbel, explique ses soucis de récolte. Les 2 dernières années ont été difficiles à cause du manque de pluie. Donc j'ai dû réduire mes parcelles de culture de pommes de terre faute d'une bonne irrigation. Ensuite, le prix des semences qui sont importées a énormément augmenté, tout comme les coûts ici de main-d'œuvre, d'engrais, etc. Pour contrecarrer le marché noir qui s'est installé autour du produit, de plus en plus demandé, les autorités multiplient les campagnes de saisie de stocks illégaux et des patrouilles de sécurité contrôlent aussi les prix sur les marchés. Mais ce durcissement a aussi un effet pervers pour les commerçants, comme l'explique Saïd Ben Aïssa à Ras el-Jbel. Nous, on peut se débrouiller et essayer d'obtenir plus de stocks de pommes de terre directement auprès des agriculteurs dans le centre du pays. Mais le problème, c'est qu'avec les contrôles, on est mis dans le même paquet que les spéculateurs si jamais on se fait arrêter sur la route. Même discours au marché de Sidi Bahri, dans le centre-ville de Tunis, avec le vendeur d'oignons Mustapha. Imaginez, ici, tout le monde me connaît, je ne vends que des pommes de terre. Et là, je me retrouve à vendre 3 pauvres oignons qui se battent en duel. Parce que les agriculteurs qui ont des pommes de terre actuellement ne peuvent pas venir nous les vendre directement. Et nous, si on y va, on se fait attraper par la police. La situation serait en voie de s'arranger depuis quelques jours. Au nord du pays, à Béja, les pommes de terre sont de nouveau disponibles en quantité suffisante et le transit des camions les transportant a été facilité. Lilia Blaise, Tunis et Ras el-Jbel, RFI. Au Mozambique, l'opposition manifeste sans relâche depuis 2 mois. Les partisans de Venancio Mondlane contestent les résultats des élections qui donnent le parti au pouvoir vainqueur. Au Kenya, des milliers de manifestants ont réussi, il y a 6 mois, hors de tout mot d'ordre politique, à faire reculer le pouvoir sur un projet de nouvelle taxe. Alors, y a-t-il de nouvelles formes de mobilisation populaire en Afrique de l'Est? Marie-Emmanuelle Pomerol a dirigé l'Institut français de recherche en Afrique à Nairobi. Elle enseigne aujourd'hui à l'université Paris 1. Christophe Boisvouvier lui a demandé pourquoi les jeunes Kenyans qui avaient voté pour William Ruto en 2022 ont manifesté en 2024. Alors, elle est descendue dans la rue, notamment pour protester contre davantage d'impôts, notamment sur les biens de première nécessité, le pain, l'huile, etc. Et la jeunesse, étranglée par évidemment le chômage, l'inflation, a décidé qu'il était temps de contester la trahison de William Ruto, le nouveau président. Celui-ci avait été élu sur un programme justement visant particulièrement les jeunes, leur promettant des aides pour faire en sorte qu'ils trouvent de l'emploi et évidemment ça n'a pas été le cas, il a plutôt proposé d'augmenter les impôts. Et du coup, William Ruto a renoncé à sa réforme fiscale. Dans l'histoire du Kenya, il y a déjà eu plusieurs épisodes insurrectionnels. Jusque-là, il s'appuyait souvent sur des clivages ethniques. Cette année, c'était la même chose ou pas? Alors justement, ce qui a fait l'originalité de ce mouvement de protestation, c'est que ces jeunes hommes et jeunes femmes, ils revendiquaient d'être, donc en anglais, partyless et tribeless, c'est-à-dire de ne pas s'en tenir à une
une appartenance ethnique. Donc ici, ils ont vraiment pointé du doigt l'idée qu'ils étaient d'habitude enfermés dans leurs appartenances ethniques par les partis politiques. Ici, ils ont voulu se distinguer de ce registre ethnique. Et on a vu ça parce que ces manifestations ont eu lieu partout dans le pays, pas seulement à Nairobi, et notamment dans les bastions du président, dans la Rift Valley. Et donc, on voyait bien là qu'il ne s'agissait absolument pas d'une mobilisation ethnique, mais vraiment d'une mobilisation d'une jeunesse qui se sentit trahie par ces élites qui confisquent le pouvoir. La chercheuse Marie-Emmanuelle Pomerol avec Christophe Boisbouvier. Interview à retrouver en longueur dans 1 heure sur RFI. Et comme chaque vendredi, c'est l'heure de retrouver Charlotte Ntamak. Charlotte, pour les grandes occasions, on sort le plus beau vêtement, la dernière valise. Oui, la dernière valise, c'est le plus beau vêtement de notre valise, la meilleure pièce de notre garde-robe, le plus bel ensemble qu'on ne sort que lors des grands événements, l'article qu'on ne porte qu'à des occasions spéciales. La dernière valise est un vêtement si spécial qu'il ne manque jamais de faire son effet. Gars, comment tu es frais comme un poisson dans l'eau comme ça, hein? On vient de te nommer ou quoi? Iki, Mako, c'est toujours la classe comme ça. Le genre de robe si alors, c'est seulement pour complexer toutes les invitées et ravir la vedette à la mariée. Mais il ne faut jamais être si sûr de sa dernière valise, car parfois, tu portes ta dernière valise alors que tu penses que tu as tué l'habillement. Tu es déçu de constater que ton tirage à 4 épingles est un non-événement, pour ne pas dire un non-habillement. Chérie, tu es sûre que tu m'aimes vraiment? Durant toute la soirée, tu n'as même pas remarqué ma nouvelle chaussure et tu n'as rien dit sur mon habillement. C'est avec ça que tu dis que tu es un homme attentionné. La dernière valise est parfois le fruit de grands sacrifices, l'achat effectué avec ses dernières économies. Mais un jour, tu vois la chaussure que tu chéris tant, banalisée par quelqu'un qui la plie comme une sandale. Tu croises une vendeuse de tomates portant la même robe que tu gardes jalousement dans ta garde-robe. La dernière valise, c'est souvent l'unique pièce d'une collection dont le vendeur t'a garanti plus de valeur qu'un tableau de Picasso, te délivrant même un certificat d'authenticité verbale. Ma sœur, la robe-ci, c'est l'original. Tu tires même ça comme ça ne peut pas se déchirer. Si tu laves, ça se délave, tu viens, je te rembourse. Le jour où tu la mets la première fois, tu te rends compte que presque tout le monde dans la rue porte ta dernière valise. Tu vas à une fête sur ton 31, tu aperçois ton sosie vestimentaire dans la salle avec le même ensemble tailleur, le même chemisier, le même chapeau avec la même fleur sur le même côté et la même couleur de chaussures. On aurait dit 2 jumelles identiques habillées pareil. Tu as beau éviter ton alter ego vestimentaire toute la soirée, quand vos regards se croisent, la même pensée est dans vos têtes. Regarde-moi celle-là, qui a porté les mêmes habits que moi. Ça ne lui va même pas comme ça me va. Après avoir été aussi humilié publiquement par sa dernière valise, c'est la première et dernière fois que vous portiez ces vêtements qu'une fois de retour à la maison, que vous avez envie de déchirer ou tout au moins transformer en habit de maison. À vendredi. Merci Charlotte, la parlotte de Charlotte avec Charlotte Ntamak.